En direct de Lomé au Togo dans le cadre du sommet conjoint CEDEAO-CEEAC. Et pour l'occasion, nous allons donc analyser la situation socio-politique dans ce pays avec Luc Michel. Bonjour Luc Michel. Bonjour Manuela, bonjour à tous nos téléspectateurs et un salut aux techniciens qui font un travail difficile ici. Alors Luc Michel, sans plus perdre de temps, on va donc analyser, comme on l'a dit, la situation sociopolitique dans ce pays. Comment comprendre les difficultés et la presque impasse politique que traverse le Togo actuellement? Parce qu'elle a été importée de l'étranger. C'est le drame de l'Afrique. Je sais qu'il y a des panélistes qui nous racontent que les Africains seraient responsables de leur malheur. Ce n'est pas vrai. Pour comprendre ce qui se passe ici, il faut comprendre ce qu'est le fameux printemps africain, qui est la mauvaise copie du printemps arabe et qui, comme le printemps arabe, apporte la misère au peuple. En août 2014, il y a le sommet USA-African Leaders qui a lieu à Washington et les Américains décident de changer le régime, au départ dans 9 puis dans 15 pays africains, majoritairement francophones. Il y a un certain nombre de chefs d'État qui ne sont pas d'accord, qui ne se laissent pas faire. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Congo, c'est le cas du Burundi, mais il y a des chefs d'État, parce qu'ils craignent la confrontation avec l'Occident, qui acceptent ce que moi j'ai appelé les diktats d'Obama et de Kerry. Le président Gnassingbé au Togo, c'est ce qu'il fait. Ils acceptent donc de mettre en place un projet de réforme. Il y a le retour à l'ancienne constitution, il y a la fameuse limite des 2 mandats, etc. Le but, c'est d'empêcher évidemment le président de se représenter. Et il y a un espèce de jeu de bascule qui se fait à ce moment-là entre le gouvernement et l'opposition. Chacun pensant prendre l'autre de vitesse et pensant être plus malin que l'autre. Il y a de la contestation, il y a toute une série de choses qui ont lieu et apparaît à ce moment-là les manœuvres de l'ambassade américaine. Oui. C'est l'ambassadeur américain au Togo. Il a été appelé dans la presse américaine l'homme le plus puissant du Togo, avant le président. Il y a, à un moment donné, on encourage le gouvernement, à un autre moment, on encourage l'opposition. Le but, évidemment, c'est une situation qui soit de conflit et de chaos. Oui. Apparaît alors une nouvelle force politique. Jusque-là, l'opposition, elle était regroupée devant l'opposition, devant l'opposant Fabre, qui a été l'opposant du président Gnassingbé à la présidentielle. Et on voit apparaître un parti national panafricaniste qui, malgré son nom, ne l'est pas, et qui apparaît comme une des forces de l'opposition, qui se concentre sur la partie musulmane du pays. Il y a une tendance à ce moment-là, par les Occidentaux, d'expliquer la crise, mais aussi de la développer, en opposant les musulmans aux chrétiens. Ce qui n'est pas un clivage déterminant au Togo. La presse togolaise met en cause, avec raison, le fameux milliardaire George Soros, le grand déstabilisateur de l'Afrique, est un des financiers du PNP de Tipiat Kadam. Ouais. Il y a des émeutes qui ont lieu, il y a des morts, il y a des choses comme ça. Et le pays aurait pu sombrer dans un chaos encore plus grand. Simplement, il y a quand même une retenue de la population et il y a le fait que l'opposition n'est pas unie. L'ancienne opposition avec Fabre, notamment, ne tombe pas là-dedans. Derrière tout ça, il y a donc une double manœuvre. Il y a la volonté de ce printemps africain qui n'est pas un printemps et qui n'est pas africain, c'est-à-dire de changer de régime. Et il y a de l'autre côté les manœuvres de ce grand déstabilisateur qui est George Soros. George Soros, qui c'est quelqu'un qui a commencé à faire un empire médiatique, politique et financier en Afrique du Sud à la fin des années 80. Il est le principal partenaire de ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA. Il a notamment un réseau qu'on appelle les Open Society Foundation. Ses principaux associés, c'est le milliardaire anglo-saoudien, mais en fait avec un passeport britannique, Mo Ibrahim, qui lui contrôle la presse. Et vous avez l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, qui a été une des présidentes de l'Open Society Foundation. Il y a notamment une fondation de Soros qui s'appelle Osiwa, qui finance la presse, par exemple Le Monde Afrique à Paris. Soros, qu'on comprenne donc, ce sera le mot pour terminer, oui. C'est une fortune de 34 milliards de dollars. Il vient, pour des raisons fiscales, de donner 16 milliards de dollars à son groupe de fondations, ce qui lui permet, ce n'est pas un philanthrope, ça lui permet de ne pas payer d'impôts. Et donc ces gens ont des moyens démesurés
Pour que nos téléspectateurs comprennent, la fortune de Trump, qu'on dit colossale, elle est de 2 à 4 milliards de dollars, l'autre 34 milliards. C'est une puissance, y compris aux États-Unis. Qu'on comprenne aussi ce qui se passe, parce que vous savez qu'aux États-Unis, Trump et Soros se font la guerre, mais tout cet appareil de déstabilisation, il est aux États-Unis ce qu'on appelle bipartisan. C'est-à-dire qu'il n'est pas contrôlé par la Maison-Blanche ou le président, il est contrôlé par le Congrès et le Sénat des États-Unis et par les deux partis, démocrates et républicains. Ça fait que malgré la guerre que Soros fait à Trump aux États-Unis, il y a la fameuse Purple Revolution, en Afrique, les opérations de déstabilisation ont continué. C'est ce qui vous explique que jusque maintenant, si le dialogue national ne marche pas ici, le Togo va continuer à s'enfoncer. Parlons justement de ce dialogue national. Donc, comment comprendre, alors que dire de ce dialogue national et bien sûr ce geste d'apaisement initié donc par le président Faure Gnassingbé? Il y a deux dialogues en fait, parce que lorsqu'on parle de dialogue, les mondes ne sont pas les mêmes. Il y a le dialogue auquel pousse l'Occident, il est sous le contrôle d'ONG extérieures, il est sous le contrôle de l'ONU et il est sous supervision notamment de Paris et de Washington. Ce dialogue a été tenté ici, il n'a pas marché. Il n'a pas marché tout simplement parce que les forces sont très différentes et parce que des deux côtés, personne ne veut de ce dialogue. Le président ne veut pas quitter le pouvoir, l'opposition veut qu'il parte, il n'y a pas de solution. Arrive alors le dialogue format Malabo. Le président Mngema Mbasogo lance à Malabo un nouveau dialogue, inclusif, mais entre Africains en Afrique. Il n'y a pas d'interférence extérieure. À Malabo, il y avait des observateurs, notamment les ambassadeurs de France, des États-Unis. Ils ne parlent pas pendant le dialogue, ils observent, c'est tout ce qu'ils ont le droit de faire. Ça se fait entre Africains, toute la parole est sur la table. À Malabo, il y a eu des paroles violentes de la part de l'opposition, mais vous savez que quand vous êtes en colère, les paroles doivent sortir. Et à partir de ce moment-là, une fois que les choses sont à plat, il s'agira pour Malabo d'ouvrir vers un gouvernement d'union nationale. Si le gouvernement ici est prêt à cela, on va sortir de la crise. C'est le format Malabo et au milieu de tout ça, évidemment, il faut cesser les interférences occidentales. Justement, en parlant de Malabo, et c'est par là qu'on va sortir, calqué donc sur ce modèle équato-guinéen, est-ce que cela peut produire le même résultat au Togo? Ça peut donner le même résultat si les gens sont sincères. Il y a le dialogue, il a été salué par une partie de l'opposition togolaise, avant même son ouverture, qui a dit, le président Mngema Mbasogo lance un format de dialogue qui est à saluer et que nous sommes prêts à suivre. Donc c'est un signe d'encouragement. Il y a une nécessité également de ça, la population est fatiguée de ce qui se passe, c'est très mauvais pour l'économie, donc on verra. Il y a une grande différence, il faut quand même le dire. Il y a une différence, c'est que l'opposition ici n'est pas une opposition comme à Malabo. Il n'y a pas un parti, un grand parti hégémonique comme le PDGE qui est prêt à lâcher. Il faut dire aussi quelque chose, c'est que Malabo n'inspire pas seulement le Togo, il inspire le dialogue qui va s'ouvrir en Éthiopie. Il inspire le dialogue entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ouverte par le nouveau président éthiopien Abiy Ahmed. Donc comment est-ce que je dirais? C'est une fenêtre d'opportunité à la fois, mais c'est un vent d'espoir. Maintenant, il va falloir savoir si les Africains sont prêts à le suivre. Et moi, je donne toujours, je regarde chaque Africain qui nous écoute droit dans les yeux. Il faut leur dire quelque chose. Regardez ce qui s'est passé entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et je parle aussi en particulier aux Camerounais et aux Camerounais du Southern Cameroun. Ces gens se sont fait la guerre 2 décennies pour la sécession de l'Érythrée. Lorsqu'ils l'ont eu, ils se sont refait 18 ans de guerre pour quelques villages le long de la frontière. L'Éthiopie a perdu son avantage géostratégique qui était ses ports, puisque l'Érythrée contrôle toute l'ancienne façade maritime de l'Éthiopie. Et l'Érythrée, où il n'y a pas d'économie, elle est dans une misère profonde, puisqu'il ne bénéficie pas, notamment du développement économique de l'Éthiopie. 40 ans après, ces gens s'embrassent, se sourient et ils se mettent autour d'une table. Quel est le but de cette pacification Éthiopie-Érythrée? Ne parlez pas de démocratie, ne parlez pas de droits de l'homme, ne parlez même pas du goût de la paix. L'Éthiopie a besoin des ports d'Érythrée, l'Érythrée a besoin de l'économie éthiopienne.
Est-ce que ça valait la peine? Et là, que chaque Africain réfléchisse. Est-ce que ça valait la peine de se battre 40 ans pour en arriver, somme toute, à revenir à une situation intermédiaire qu'on aurait pu obtenir à l'époque? D'accord, merci beaucoup Luc Michel. C'est sur ces paroles qu'on va sortir définitivement donc, de cette analyse sur la situation sociopolitique au Togo. On vous remercie de nous avoir suivis. Restez connectés.